Alors maintenant, nous en sommes au cours 3, le troisième cours sur les projectiles. C'est également le dernier cours théorique sur le sujet des projectiles, cinquième secondaire physique au Québec. Mon nom, c'est Amélie Simard, j'enseigne au Centre de services scolaires des Phares. Alors, voici quelques spécifications par rapport aux projectiles lancés obliquement. C'est notre dernier contenu en lien avec la matière des projectiles. On a vu la composante verticale, déjà dans le projectile en chute libre. Ensuite, on a vu la composante horizontale avec le deuxième type, pardon, de projectile qui est le projectile lancé horizontalement. Maintenant, on va se resservir de ces deux notions-là, donc la composante verticale et horizontale, pour le projectile lancé obliquement. La composante en Y, c'est un MRUA. La composante en X, c'est un MRU. On peut décomposer le vecteur de vitesse initiale. Donc, ça va être la nouveauté avec nos projectiles lancés horizontalement. On va voir que le cos de l'angle va nous servir à trouver le VIX. Puis le sin de l'angle va nous servir à trouver la vitesse initiale en Y. C'est que dans le fond, pour les projectiles lancés obliquement, ce qu'on va nous dire, c'est que, disons, on a lancé un projectile à un certain angle, à une vitesse de, je sais pas, mettons, 10 mètres par seconde à 21 degrés. Donc, ça va être un vecteur de vitesse initiale. Donc, mon vecteur, ça va être 10 mètres par seconde à 21 degrés. Donc, le cos de l'angle, donc 10 mètres par seconde, fois le cos de 21 degrés, ça va me donner mon vecteur de vitesse pour mon X horizontal. Et le sin, ça va être la même chose, 10 mètres par seconde, fois le sin de 21, ça va me donner ma vitesse initiale en Y. Fait que dans le fond, ce qu'on va faire, c'est décomposer en deux composantes nos vecteurs, un peu comme on avait vu précédemment lorsqu'on avait parlé des vecteurs. Pour mieux comprendre, on va aller réaliser l'activité 3 des pages 87 à 89. On a une mise en situation. Donc, on dit dans un cercle, un homme boulet se fait propulser à une vitesse de 12 mètres par seconde par un canon dont l'inclinaison est de 35 degrés par rapport au sol. La bouche du canon est située à 5 mètres du sol, alors que le filet récepteur est à 2,30 mètres du sol. Quelle sera la portée de l'homme boulet? Donc, on cherche son déplacement horizontal. On va aller compléter les premières questions. Donc, on dit la première étape consiste à se choisir un système de référence. C'est sûr qu'on va prendre le plan cartésien. On dit par souci de commodité, on a placé l'axe des X au niveau du sol et l'axe des Y à l'égalité de la bouche du canon. Selon le système de référence, on a encore une fois une accélération gravitationnelle qui est à moins 9,8 mètres par seconde au carré. Ça, c'est par rapport quand je vais calculer ma composante verticale. Donc, numéro un, la décomposition du mouvement du projectile nous permet d'associer la réponse désirée à l'un des paramètres caractéristiques du mouvement, lequel, en fonction du système de référence choisi, ce paramètre sera-t-il positif ou négatif. Donc, la portée correspond. Donc, la portée correspond à delta X. Ça, c'est mon déplacement horizontal. Puis delta X va être positif. Car l'homme boulet va se déplacer vers la droite, si on suit à l'image qu'on avait vue tout à l'heure. Car se déplace vers la droite. Il est également possible de déduire sur l'illustration de la page précédente la valeur de la composante verticale du déplacement delta Y détermine la grandeur et le signe de ce paramètre. Ça arrive souvent dans le problème qu'on nous donne les données qu'on peut comme déterminer déjà. Donc, delta Y, si on se souvient bien, c'est YF moins YI, puis on a les deux valeurs qui sont écrites dans le problème.
Donc, on pourrait dire que c'est au final 2,30 mètres moins mon 5 mètres. Donc, j'ai oublié ma virgule ici. Donc, ça me donnerait une valeur négative qui serait de 2,70 mètres parce qu'il va avoir une différence de moins 2. C'est vers le sol la différence. Donc, ça va être plus bas. Donc, moins 2,70 mètres. Et ça correspond à mon delta Y. On va poursuivre avec le numéro 3, un peu plus bas. Donc, on dit que, comme pour le cas des projectiles lancés horizontalement, nous ignorons par quel composant du mouvement il faut commencer l'analyse. Nous allons procéder à l'identification des données connues et inconnues pour chacune des deux composantes du mouvement. Auparavant, il faut toutefois décomposer le vecteur de vitesse initiale VI en une composante horizontale VIX et une composante verticale VIY. Donc, ça, c'est la première étape de tout. Lorsque j'ai un vecteur de vitesse avec un angle, je commence toujours par aller trouver mes deux vitesses initiales. Donc, la vitesse initiale en X, ça va être ma vitesse en X tout court, parce que c'est un MRE, c'est toujours la même vitesse pour tout ce qui est horizontal. Puis le VIY, après ça, peut-être je peux trouver à partir de ça, avec l'accélération et le temps, ou dépendamment de ce que j'ai comme données, je peux aller trouver une vitesse finale aussi. Donc, c'est bien pratique comme information. Puis, je vais toujours commencer la résolution au niveau là, des projectiles lancés obliquement avec cette étape-là. Donc, si on va les compléter, VI fois cos de l'angle, donc ça va être 12 mètres secondes, fois le cos de 35. Ça, c'est mon angle de mon vecteur initial. Donc, ça va me donner une vitesse en X de 9,83 mètres par seconde. Ensuite, pour le sin qui est le Y, ça va être 12 mètres par seconde fois le sin de 35. Et lui, ça va me donner 6,88 mètres par seconde. Donc, ça, je vais avoir une vitesse finale qui va être différente, mais au moins, j'ai ma vitesse initiale pour commencer. Donc là, on dit au numéro 4, dans le tableau ci-dessous, écris les grandeurs connues pour chacune des deux composantes, donne les valeurs de grandeur connues, marque d'un point d'interrogation, celles qui sont inconnues, encadre la grandeur que l'on recherche. Donc ici, j'ai ma vitesse en X qui est de 9,83 mètres par seconde. C'est toujours la même parce qu'on a dit que c'était un MRE. Ici, le temps, je ne sais pas. La portée, je ne sais pas, c'est ce que je cherche en passant. Ensuite de ça, j'ai mon VY que je viens de trouver avec mon sin, donc c'est 6,88 mètres par seconde. J'ai mon delta Y qui est à moins 2,70 mètres. Ça, c'est ce que j'ai trouvé comme en lisant mon problème. Le temps, je ne le connais pas. Ça va être le même temps pour le X que le Y. C'est le trait d'union entre les deux composantes. Ça prend le même temps pour faire la portée, le déplacement horizontal, que le déplacement verticale parce que c'est le même projectile du même problème. Mais la seule valeur commune, c'est le temps. L'accélération en Y, je la connais, ça va être de moins 9,80 mètres par seconde au carré. Et ma vitesse finale en Y, je ne la connais pas. Généralement, quand j'ai un problème avec des inconnus comme ça, je vais commencer, parce que si je n'ai pas le temps, je suis mal pris en physique. Souvent, il faut que je trouve la vitesse finale en Y pour aller résoudre puis pour trouver le temps. Donc, au numéro 5, on examine les données dont tu disposes. Est-il possible d'amorcer les calculs par la composante horizontale? La formule qui s'applique, c'est delta X est égal à Vx fois delta T. Non, c'est pas du tout possible parce que j'ai deux inconnus. Bon, j'ai un seul connu, puis j'ai deux inconnus. Donc, c'est pas possible d'aller résoudre dans cette formule-là. Au numéro 6, on nous dit la durée du mouvement et le trait d'union entre les deux composantes. Il faudra donc en trouver la valeur à partir des grandeurs de la composante verticale du mouvement qui sont connues. Dans l'espace ci-dessous, effectue les calculs afin de déterminer la durée du mouvement, reporte par la suite cette valeur dans les cases correspondantes au tableau de la question 4. Donc là, on va aller trouver des inconnus dans notre tableau des valeurs. Puis, on va utiliser les formules des MREA pour y arriver. Donc, j'ai dit, comme il nous manque le temps, c'est sûr qu'il faut aller trouver une vitesse finale en Y. Donc, pour ça, je vais utiliser VFY au carré est égal à VIY au carré plus 2 fois A fois delta Y. Donc là, je vais remplacer. Ici, je le cherche. Ici, ça va me donner 6,88 au carré plus 2 fois moins 9,8 fois moins 2,3. Ensuite, je fais la racine carrée. Je vais avoir moins 10 mètres par seconde. Ça va être ma vitesse finale en Y.
Ça fait du sens parce que je me dirige alors vers le bas, puis on voit qu'il y a comme une descente là, qui se fait. Oh, ici j'ai marqué 2,3, excusez, c'est 2,7. Et ça fait du sens avec la situation. Donc, il part d'un certain point, puis il va comme finir un peu plus bas sa trajectoire au niveau vertical. J'arrête pas là, ça me prend le temps aussi pour aller trouver ma portée en X, donc mon déplacement horizontal, j'en ai besoin. Donc, ici, je vais aller faire une deuxième étape que je vais appeler trouver delta t. Là, ça va être plus facile avec ma vitesse finale. Donc, je vais utiliser VF en Y est égal à VIY plus A fois delta t. Je vais aller isoler delta t. Donc, ici, j'ai moins 10 est égal à 6,88 plus moins 9,8 fois delta t. J'isole le delta t, j'arrive à un temps qui est de 1,72 secondes. Ça fait du sens aussi dans la situation. Et là, dernière étape, je peux enfin trouver ma portée. Donc, trouver delta x. Et là, je vais aller, ça c'est mon numéro 7 là. Maintenant qu'on dispose de la valeur de la durée du mouvement, il devient possible de déterminer la portée de l'homme boulet. Dans l'espace ci-dessous, effectue les calculs permettant de finir la résolution du problème. Donc, ça, c'est comme l'étape finalement la moins longue parce que j'ai le temps. La vitesse finale en Y. Donc, tout ce qui me reste à faire, c'est d'aller exécuter ma formule delta x est égal à V de x fois delta t. Donc là, je vais aller compléter. Ça va être 9,83 mètres par seconde fois 1,72 secondes. Et ça va me donner une portée de 17 mètres. Donc, 17 mètres, c'est ma réponse ici du numéro 7. Donc, en conclusion, comme tu as pu le constater, ce genre de situation demande des solutions longues et complexes. Ben, en fait, moi, je dirais que c'est surtout plus long que complexe. L'idée, c'est vraiment, première étape, d'aller sortir le sin, le cos pour avoir les vitesses initiales en X, en Y. Après ça, de se faire un petit tableau, qu'est-ce que je sais en X, qu'est-ce que je sais en Y, puis d'aller rechercher. Souvent, je vais passer par le Y pour aller trouver le X. Puis comme je dis, ben, quand j'ai pas le temps, c'est ça me prend une vitesse finale en Y. Donc, ça, c'est des petits points de repère qui font que les problèmes finissent par se ressembler de un à l'autre. Donc, pour en faciliter la résolution, il est suggéré de prendre les mesures suivantes, représenter la situation par un schéma et positionner sur ce dernier un système de référence, qui est toujours le plan cartésien. Ça aide à comprendre le dessin. Décomposer lorsque c'est possible le vecteur de vitesse initiale. Puis ça, on va l'appeler VI ou V vecteur I en ses composantes horizontale et verticale en utilisant le calcul vectoriel, ce qu'on connaît déjà depuis le premier chapitre de mécanique. Identifier idéalement dans un tableau, ça peut être seulement une liste, des grandeurs connues et inconnues. Pour chacune des deux composantes du mouvement. Trouver la valeur de la durée du mouvement. Ça, c'est primordial si cette valeur est inconnue, afin de pouvoir passer d'une composante du mouvement à l'autre. Enfin, il convient de souligner que toutes les situations ne se résolvent pas de la même façon. Parfois, il est nécessaire de commencer par l'analyse mathématique de la composante horizontale du mouvement, alors que dans d'autres occasions, c'est plutôt la composante verticale euh, que l'analyse mathématique doit commencer. Mais ça, on s'ajuste avec nos listes de valeurs connues et inconnues.